Yann Michel, on va profiter que vous êtes avec nous et que vous acceptez de nous consacrer un petit peu de temps. Dites-nous où en est Scaleway au niveau de ces data centers. Alors, Scaleway, encore une fois, est une activité qui rassemble et une activité de colocation et une activité de cloud avec du bare metal et du cloud public. Donc, ces activités sont non pas codépendantes, mais co-construites, puisque pour nous, le nerf de la guerre, c'est évidemment le cloud public. C'est ça qui a une croissance très très forte, qui bénéficie d'une croissance accélérée. On parle d'un marché à 300 milliards qui dépassera bientôt le marché des télécoms avec une croissance soutenue. L'Europe est en train d'accueillir ce modèle de cloud public et d'hyperscaling, un petit peu en retard par rapport à l'Angleterre, par rapport aux États-Unis. Donc c'est véritablement cette activité qui nous propulse de l'avant. Lorsque nos data centers sont pleins, nous aurons tendance à en construire. Et quand nos data centers sont vides, nous avons tendance à les louer. Voilà, donc ces deux activités sont liées. À l'étranger, si besoin, nous aurons recours à des fournisseurs tierces pour aller plus vite. Mais rien ne nous empêche aussi de construire nos data centers à l'étranger par ailleurs. Voilà, donc ces deux activités sont liées. Aujourd'hui, le data center que vous évoquiez, DC5, c'est notre fleuron, refroidissement adiabatique, PUE de 1,15 toute l'année, 40% d'énergie dépensée en moins grâce à un système remarquable, très organique quelque part, hein, qui va souffler de l'air et de l'air frais grâce à une évaporation extrêmement savante, une évaporation d'eau, une eau filtrée, H2O pure, qui fera baisser la température. Donc ce data center est un data center massif qui représente une potentialité de 22 MW et nous sommes capables de trancher ce site pour réserver des salles entières à des clients pour de la colocation. Donc ce data center a encore de la place. Donc pour l'instant, rien de nouveau de prévu ou que je puisse annoncer en tout cas dans l'activité des data centers. Nous sommes toujours intéressés par ce qui se découvre sur le marché, hein. Il y a des sites qui peuvent être reconvertis en data center. Il y a des sites qui sont des anciens data centers qui sont vidés et qui se déplacent. Donc on regarde ce qui se passe de manière assez active. Mais pour autant, aujourd'hui, DC5, beaucoup de disponibilité et surtout une activité de cloud public qui galope. Voilà. Alors, malgré tout, on vous connaît en tant qu'acteur innovant du secteur. Vous citez DC5, c'en est Oui. un exemple type. L'innovation prend aussi une forme qui est imposée, c'est-à-dire qu'on sait que l'Europe impose du zéro carbone à partir de 2030 pour les data centers. J'imagine que vous travaillez beaucoup dans ce sens. Alors oui, bien sûr, et nous faisons partie du groupe Iliad qui s'est engagé justement avec des promesses très ambitieuses de manière générale sur les sujets carbonés, mais pas que. Euh, En réalité, DC5 est quasiment carbone zéro déjà, puisque DC5 déjà utilise peu d'énergie, donc l'énergie la moins carbonée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, on utilise, si on regarde la topologie du réseau, évidemment, nous utilisons des électrons qui sont produits par des centrales nucléaires en France, puisque nous sommes basés en France, pour DC5 par exemple. Et pour autant, nous achetons de l'énergie hydraulique d'Europe du Nord. Donc on compense déjà en achetant cette énergie particulière, mais d'un point de vue de l'empreinte carbone, il y a plutôt 3 niveaux et ce premier niveau est plutôt bien rempli. Ensuite, il faut travailler les autres niveaux qui consistent à prendre en compte la totalité de l'exploitation jusqu'au matériel qu'on achète. Lorsqu'on achète un disque dur, eh bien ce disque dur produit du carbone. Alors c'est pas nous qui l'avons produit, et ce carbone a été produit à sa source, mais lorsqu'on achète le disque, eh bien on est responsable de cet impact carbone. Donc ça fera l'objet d'un deuxième volet finalement chez nous. Et avec le groupe Iliad, nous allons travailler à comment compenser ce carbone-là. On ne peut pas totalement l'annuler, on est obligé de le compenser. Donc nous avons des initiatives qui vont s'enchaîner. D'ailleurs, nous publions un rapport d'impact dans les semaines qui arrivent
justement pour être beaucoup plus transparent. C'est un exercice qui est intéressant parce que c'est aussi une introspection, hein. Donc certains ont peut-être des doutes sur la sincérité d'une démarche, du greenwashing, etc. Ce qui est logique, il faut se méfier. Il faut se méfier de ces annonces qui sont trop belles et qui sont finalement un petit peu détachées de la réalité. Donc chez nous, on sait que les data centers sont un sujet de préoccupation des concitoyens. Il faut rassurer toujours, parce qu'un data center, c'est un site industriel qui a une densité extraordinaire. Donc si on regarde de manière absolue, ça consomme énormément. Mais d'une manière relative, ça consomme beaucoup moins que si tous ces ordinateurs étaient éparpillés et plutôt mal gérés, d'un point de vue refroidissement, d'un point de vue de la consommation, etc. Donc un acteur de data center, un acteur aussi de cloud, c'est quelqu'un qui paye la facture d'électricité à la fin du mois. Et assurez-vous que ça coûte cher et assurez-vous qu'on fait tout pour optimiser cette facture. Donc en fait, un acteur industriel est plutôt bon par définition. Il n'empêche que si l'on prend l'industrie du cloud et l'industrie des data centers, eh bien collectivement, on peut encaisser finalement un régulateur ou une prise de conscience, parce qu'il y a sans doute des points à gagner. La bonne nouvelle aussi, c'est que finalement les concepteurs de puces, chaque génération améliore la consommation énergétique et la puissance de calcul. Donc les data centers ont tendance à s'optimiser au fur et à mesure qu'on met à jour les machines et les serveurs à l'intérieur des data centers. Voilà, donc globalement, Scaleway est parfaitement engagé. Déjà sur nos sites, il y a une transparence temps réel sur la consommation de nos data centers. Et c'est là où je trouve que Scaleway, et je l'ai découvert puisque j'étais moi-même plutôt consommateur de prestations IaaS avant de rejoindre Scaleway. Scaleway est cet acteur intéressant, voire unique, qui a ses propres data centers, qui les exploite et qui déploie du cloud. On peut demander à un data center quelle est sa consommation énergétique. Mais rarement on demande quelle est la consommation énergétique d'un workload dans le cloud. Eh bien, chez nous, on a la maîtrise de bout en bout et on est capable de dire, eh bien, si vous mettez votre workload dans ce data center chez nous, ça correspond à telle consommation effective, à l'unité près. Donc voilà, ça fait partie des sujets que l'on travaille de bout en bout avec une capacité d'innovation assez forte et le prochain data center sera encore plus économe. On attend ça avec impatience, hein. On va voir ce que vous allez nous proposer. Ce sera probablement, ce sera certainement très intéressant. Une dernière question peut-être. Alors, elle est en deux parties. La première partie, c'est qu'on sait qu'on arrive à peu près à une limite en termes d'efficacité énergétique des data centers, sauf certaines ruptures. Vous avez évoqué la diabatique, on parle aussi beaucoup d'immersion, de choses comme ça. Donc, on arrive quand même à cette limite. Et aujourd'hui, on a tendance à dire que maintenant, il va aller chercher l'efficacité chez le client, c'est-à-dire en fait chez le consommateur du data center, et non plus chez le data center lui-même. Ce qui amène à une deuxième question. Quelles sont les attentes de vos clients aujourd'hui? Alors, merci pour cette question qui est très subtile en effet. Bon, je vous l'ai dit, hein, Scaleway est particulier dans le sens où nous sommes et data center et clients. Mais nous avons aussi des clients. Les clients sont ceux qui développent les logiciels, qui exploitent les data centers. Une des notions fondamentales concerne ce que j'appelle l'industrialisation du cloud et sa version élastique. Donc, ce que vous évoquiez peut-être par rapport à un modèle plus classique de data center qui livre le data center nu et ensuite un hyperscaler qui vient s'intégrer dedans, le client, dans ce que vous évoquiez, c'est l'hyperscaler. Mais le client du client, ou en tout cas celui qui développe l'architecture logicielle, va bénéficier de la capacité industrielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je vais pouvoir louer une machine de manière assez dynamique là où l'énergie est la moins coûteuse, ou là où l'impact est le moins coûteux. Mais si on prend les abstractions élastiques, par exemple, jusqu'à des instances virtuelles, donc un serveur bare metal, on le loue et il est un peu fixe. Une instance virtuelle, on peut la balader entre serveurs et entre data centers. Donc ça, c'est une autre optimisation. Mais c'est l'hyperscaler qui va proposer cette optimisation de manière assez automatique. Une autre optimisation consiste à faire que l'architecture devient serverless.
Et le serverless, c'est précisément ce qui permet d'arriver à une consommation zéro lorsqu'on n'en a pas besoin. Et très très vite, on peut repartir en modèle élastique et fournir autant de capacité que besoin. Donc, c'est par exemple le serverless qui va permettre d'avoir une maximisation de l'usage et une minimisation de l'impact et du coût lorsqu'il n'y en a pas besoin. Donc ça se passe au niveau de la couche logicielle. Donc chez Scaleway, on a lancé par exemple le serverless compatible lambda d'AWS il y a une semaine ou 10 jours. Et ce type d'optimisation, finalement, vient compléter le dispositif industriel, encore une fois, parce que les industriels sont très bons en général et il faut leur faire confiance dans la proposition d'un modèle qui est extrêmement efficient parce que ce sont nos factures qui coûtent très cher. Et donc, quelque part, il y a un alignement des intérêts entre l'impact et la consommation énergétique, finalement, entre les deux. Donc, c'est le sens de l'histoire. Alors, c'est vrai que vous disiez, et ça c'était votre première question, on atteint les limites. Les data centers, historiquement, disons il y a 20 ans, et on va prendre un schéma, utiliser une part d'énergie pour le serveur, une part d'énergie pour le refroidir, ça faisait 2. Donc le PUE était de 2. Et le PUE optimal sera de 1, parce qu'on ne dépensera pas une part d'énergie pour le refroidir. Alors, il faut faire attention parce que cette notion d'efficience ignore souvent le facteur dont on ne parle que trop peu, c'est-à-dire l'eau, la consommation en eau. Et Scaleway est particulièrement vigilant. Alors en Europe, on est contraint aussi à faire très attention, aux États-Unis beaucoup moins. Donc aux États-Unis, les data centers ont pour habitude d'utiliser des millions de gallons d'eau pour refroidir les data centers par ailleurs. Scaleway utilise des grammes d'eau justement pour créer ces films ADC5 et zéro eau dans ces data centers précédents. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a publié un indice que j'ai défini, qui s'appelle le RDCE. C'est le Real Data Center Efficiency, mais d'un point de vue de l'opérateur cloud, pas d'un point de vue du data center. Donc c'est le barycentre finalement de la consommation énergétique et la consommation en eau à travers nos data centers par rapport à notre exploitation en kilowatts. Donc on va rapporter les kilowatts à l'efficience énergétique et en consommation d'eau, et on va avoir une seule note, qui est la moyenne des deux. Donc notre RDCE est autour de 0,7, et d'année en année, il va baisser. Et on va travailler justement pour qu'il baisse. Voilà, donc c'est important de ne pas oublier ces autres facteurs. Donc on peut considérer qu'il y a 3 facteurs à optimiser. 1, la consommation d'énergie. 2, la consommation ou plutôt l'impact carbone, et 3, l'impact en eau. Ce sont 3 vecteurs et on a encore beaucoup de chemin. Donc il ne faut pas s'arrêter finalement de traiter ces 3 sujets, même si au niveau PUE, on va tendre vers 1 de manière assez incompressible, 1.1. Certains font de l'immersion, mais on parle de capsules, c'est de tout petits data centers. Tout à fait. Alors, peut-être une dernière question en conclusion. Sur un plan technologique, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Alors, ce qui me fait rêver, évidemment, c'est l'évolution de ce que le cloud propose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'informatique, finalement, depuis des décennies, 50 ans, même 70 ans, on n'arrête pas de faire de l'accordéon entre client et serveur. Et donc le data center fait partie de cette tendance où on va concentrer beaucoup de ressources. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un smartphone, c'est aussi puissant qu'un mainframe d'il y a 50 ans, voire beaucoup plus puissant. Donc la capacité de ce qu'on appelle le edge computing est tout à fait remarquable, mais nécessite évidemment une architecture logicielle beaucoup plus souple, beaucoup plus large. Donc les data centers vont, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les data centers vont jouer un rôle dans le edge computing qui lui-même va se distribuer au niveau du far edge, c'est-à-dire les appareils eux-mêmes, que ce soit de l'IoT, que ce soit des smartphones qui sont du far edge, voire même les antennes 5G. Donc quelque part, il va se passer quelque chose au niveau de la proximité avec les humains. Donc il faut se poser la question de ces effets d'accordéon
et de l'humain qui, lui, est mobile, parfaitement mobile, et que les IoT sont parfaitement mobiles ou parfaitement distribués, et projeter ce que seront les data centers dans cette configuration-là. Voilà, donc probablement un éclatement des data centers, donc un retour au territoire, un retour à une topologie beaucoup plus sparse. Et donc c'est ça qui à la fois aiguise ma curiosité, mais sur lequel nous travaillons déjà en réalité chez Scaleweb, puisque c'est le sens de l'histoire. J'imagine. Merci Yann Lechel. Je vous remercie, Yves.